Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission d'auteur à auteur et là d'auteur à autrice pour adapter les genres. J'espère que vous allez bien et que vous avez du baume au cœur dans des moments qui parfois sont pas toujours évidents. En tout cas, ici, on va essayer de vous ramener de la connaissance, mais aussi des échanges pratico-pratiques et puis de l'ouverture, du soutien. Enfin, c'est toujours le but de cette émission pour partager aussi avec vous des points de vue d'autres auteurs qui ont fait des expériences, des recherches dans l'idée que ça peut vous parler ou pas. En tout cas, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des familles d'âmes pour guide avec mon invité Bruno Osbil que je présenterai un petit peu tout à l'heure, mais juste pour vous situer un peu les choses, peut-être vous avez déjà eu l'impression que quand vous rencontrez certaines personnes, vous avez l'impression d'être en famille déjà, que ce soit avec des amis, que ce soit dans le milieu professionnel, et vous sentez que tout est déjà fluide, comme si on se connaissait quelque part d'avant, alors qu'on ne s'est vraiment jamais pourtant rencontré dans la vie concrète. Et Bruno va nous proposer, grâce à son livre qui s'appelle Ma famille d'âmes pour guide aux éditions Exergue, va nous proposer un modèle de réflexion, mais on disait en avant de l'enregistrement qu'on voudrait assez pragmatique et pratique, donc on va échanger sur ce sujet-là. Et les questions qui, naturellement, vont vous arriver, c'est est-ce que vous êtes plutôt passeur, visionnaire? Est-ce que vous êtes plutôt artisan de la paix, bâtisseur ou sage? On va échanger sur tout ça. Et surtout, en quoi cette reconnaissance, finalement, peut nous aider à harmoniser nos relations, quels que soient les domaines dans lesquels nous exerçons, nous agissons. Donc, en tout cas, Bruno, je suis ravie de t'accueillir ici et donc bienvenue dans mon émission. Merci Patricia, merci de me recevoir et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Bonjour à toutes et tous. Alors Bruno, pour ne donner que quelques-uns une de tes activités, tu es coach et tu animes aussi des ateliers dans l'éveil personnel, l'éveil spirituel. Et le sujet des familles d'âmes, c'est un sujet que tu explores depuis quand même un certain temps. Qu'est-ce qui t'a mobilisé? Comment tu en es venu à vouloir t'occuper, découvrir et explorer ce sujet-là? Oui, donc je dirais que je suis auteur et conférencier, coach. C'est une casquette que j'avais il y a un petit moment. Je donne aussi des formations. Et donc, comment j'ai découvert les familles d'âmes? En fait, c'était il y a une quinzaine d'années. À l'époque, j'étais chef de projet informatique, donc dans le monde de l'entreprise, hein, là où on se dit qu'en général, on ne va pas se connecter à sa spiritualité. Mais après toute une série de jobs qui manquaient beaucoup de sens, j'ai eu la chance de trouver une super boîte avec un directeur très ouvert. Ça m'a un peu réconcilié avec le monde de l'informatique. Et le directeur était très ouvert sur la psychologie. Il y avait notamment des psychologues qui nous accompagnaient en entreprise et on pouvait, de façon totalement volontaire, faire des séminaires de temps en temps sur différents sujets. Et un jour, j'ai entendu les gens, enfin, un bruit de couloir qui enflait, et les gens revenaient. Famille d'âmes, t'as fait les familles d'âmes, famille d'âmes. Et donc, tout le monde était au taquet pour un séminaire qui s'appelait Les familles d'âmes. Et donc, qui est d'ailleurs un modèle qui a été créé par Diane Leblanc. Hein, c'est pas moi qui l'ai créé. Et donc, c'est comme ça que j'ai entendu parler des familles d'âmes pour la première fois. Et puis, avec ma compagne, je me suis dit, bon, allez, on va faire ce séminaire. Et c'est vrai que j'ai fait le séminaire pour découvrir ma famille d'âmes et ça a changé ma vie dans bien des aspects. J'imagine qu'on va en reparler. Diane Leblanc est canadienne, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Bienvenue dans la cinquième La cinquième. dimension, Oui. qui est, je pense, sorti en 2005, en 2007. Enfin, je suis pas le meilleur historien, mais en gros, qui lançait le modèle de famille d'âme. Moi, c'est en 2007-2008 que j'ai fait mon séminaire. Et donc, c'est elle qui a décrit le modèle, que par la suite, moi, j'ai énormément utilisé. Et donc, j'ai coécrit un premier livre sur le sujet il y a 6-7 ans, parce que ça faisait une dizaine d'années qu'on l'utilisait avec une collègue et on se disait, voilà, il y a des choses à en dire.
Et donc le livre ici qui est sorti, là je l'ai écrit seul, toujours sur le modèle des familles d'âme. Et là le but c'était de traiter toutes les questions qu'on me posait lors des ateliers, lors des conférences ou sur les réseaux sociaux. Je m'étais rendu compte qu'il y a plein de sujets qui n'avaient pas encore été adressés, comme le monde du travail, le couple, les enfants. Et donc le but était vraiment d'apporter sans redite des sujets supplémentaires. Oui, c'est ce que tu me disais aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui concerne le modèle et l'exploration qui peut nous aider à reconnaître finalement des signes, mais pas que. Tu veux vraiment ramener un côté pragmatique et concret pour voir comment ces modèles peuvent nous aider en fait à faire évoluer nos relations vers le meilleur, si j'ai bien Oui, compris. exactement. Moi, j'adore la spiritualité, mais j'aime beaucoup aussi amener la spiritualité dans la matière, dans le concret. C'est vrai que moi, parfois dans ma vie, il y a des gens que j'allais voir pour essayer qu'ils m'orientent. Et puis ils me disaient: «Suis ton âme, elle connaît le chemin. Suis ta lumière, écoute-toi». Mais quand on est un peu perdu dans sa vie, c'est pas ça m'a pas suffi, moi, en tout cas. Et il y a le risque aussi de culpabiliser en disant: voilà, apparemment, je suis pas assez à l'écoute de mon âme et donc j'ai pas d'infos». Voilà, moi, c'est ça qui m'a plu dans le modèle des familles d'âme de Diane Leblanc, c'est qu'il y a plein de liens avec la psychothérapie, avec des outils énergétiques, enfin plein d'outils que moi je connaissais déjà, comme le livre La prophétie des Andes. Et donc, il y avait des choses actionnables, aussi bien pour notre développement personnel que si tu es psychologue, que tu veux structurer une thérapie, mais aussi pour bien communiquer en entreprise, dans une équipe, ou en couple, ou avec les enfants. Et donc ça, c'est ce qui m'a plu, c'est cet aspect quand même ancré dans la réalité, sans du tout enlever l'aspect ésotérique ou spirituel, mais aussi c'est utile pour soi, mais c'est utile aussi pour mieux comprendre les autres. Tu donnais dans ton intro l'exemple il y a des gens, on se comprend presque sans se parler. C'est vrai que moi, parfois, je suis surpris de me confier à quelqu'un que je connais depuis 10 minutes et j'aurais pas osé avec un ami que je connais depuis 30 ans. À l'inverse, il y a des gens où même si on parle tous les deux français, on a l'impression de pas parler la même langue, et si on veut faire un compliment, l'autre prend ça comme une attaque et on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et ça, c'est l'autre intérêt des familles d'âme, c'est d'apprendre aussi à parler à des gens qui ne sont pas de notre famille d'âme. Et donc quelque chose qui va être super pour toi, qui est peut-être d'une certaine famille, va être plutôt à éviter avec moi. Et donc ça permet vraiment cette grille de lecture, et ça permet aussi de voir quelqu'un qui pourrait avoir une réaction qu'on pourrait penser agressive ou incongrue. En fait, derrière, il y a des blessures, et ça aide à avoir beaucoup de compassion. C'est pas juste un abruti ou un salaud, c'est quelqu'un qui a une histoire derrière, et ça m'a beaucoup plu dans le modèle aussi. Mmh. Alors justement, par rapport à ce modèle que effectivement j'ai rencontré, quand son livre est sorti, dans ces années, anciennes, antérieures, heu, elle propose en fait, un peu plus de nominations de noms de familles d'âmes que toi tu as, finalement associé ces familles d'âmes avec des chakras, même si ensuite tu les as reliés à d'autres choses. Parce que tu nous dis, voilà, il y a les passeurs, les visionnaires, les artisans de la paix, les bâtisseurs ou les sages. Alors c'est peut-être pas dans l'ordre, hein, dans lequel toi tu les présentes Ouais, il y a dans pas d'ordre, hein. et on retrouve, je me souviens avec elle, les enseignants, les guérisseurs, que tu n'amènes pas forcément tout de suite en première intention. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix, en fait, par rapport à ce modèle initial? Alors moi, j'ai fait aucun choix parce que je reste sur le squelette de Diane Leblanc. Et ce que tu mentionnes là, je pense, c'est le livre qui s'appelle Les familles d'âme aussi, de Marie-Lise Labonté, qui est un modèle que je connais moins bien, mais là où je pense il y a 12 ou 13 familles d'âme avec Oui. effectivement, alors il y a les passeurs, ça ils se retrouvent dans les deux, mais effectivement il y a les mécaniciens, je me demande s'il n'y a pas les elfes ou quelque chose comme ça, les guérisseurs. Et donc c'est pas que, en fait, il faudrait demander à Diane Leblanc, enfin moi à ma connaissance, Marie-Lise Labonté et Diane Leblanc ne se sont jamais parlé pour mettre des choses en commun. Moi, c'est juste que je suis parti du modèle de Diane Leblanc que j'ai découvert. Et à l'époque, je me souviens, quand j'ai découvert ma famille d'âme, j'ai regardé ce qui existait comme livre sur le marché. À l'époque, il y en avait très peu. Je suis tombé sur celui de Marie-Lise Labonté que j'ai acheté, mais que j'ai jamais lu. Mais donc, c'est pas que j'ai regroupé ou quoi. Moi, je suis vraiment parti sur la typologie, si j'ose dire, de Diane Leblanc, où effectivement, il y a 7 familles d'âmes au final. Il y a 5 grandes familles que tu as nommées, hein, donc bâtisseurs,
artisan de la paix, visionnaire, passeur et sage. Et comme elle lit les familles d'âmes au chakra, ben, par exemple, les bâtisseurs, c'est les 2 premiers chakras. On va avoir les bâtisseurs rouges et oranges, par exemple. Mmh. Mais voilà, OK. mais donc c'est pas Oui, moi c'est qui ai vrai fait un que choix d'en laisser certains sur le côté, quoi. oui, c'est vrai que Marie-Lise Labonté, je sais pas pourquoi j'avais fait un switch, mais comme je me suis intéressée aussi à ce sujet-là, Mmh. j'ai lu, ben, ce qui existait et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les contenus en fait, hein, même de ce que toi tu amènes, parfois, on se dit: «Mais je me retrouve un petit peu, dans tout». Tu as déjà eu, ce genre de retour. Qu'est-ce qui Oui. va nous aider à mettre plus en avant? Parce qu'effectivement tu lis ça, tu te dis: «Ah bah oui, mais effectivement, visionnaire, j'ai des caractéristiques de visionnaire, de sage aussi, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt se reconnaître plus dans, sans s'enfermer, hein, évidemment, Oui, oui, bien mais sûr, hein. dans une famille plutôt qu'une autre? Donc effectivement, tu fais très bien de dire sans s'enfermer. D'ailleurs, dans notre premier livre, on a beau avoir écrit là-dessus, on reçoit toujours la remarque, mais parfois les gens disent: «Ouais, vous enfermez les gens dans les cases». Beh, évidemment, c'est pas un modèle qui est là pour enfermer les gens dans les cases, mais plutôt pour vous donner des outils de connaissance de soi supplémentaires. C'est comme si j'apprends à quelqu'un à reconnaître ses émotions et à les gérer. Je vais pas tout réduire à ses émotions, mais je trouve ça quand même vachement utile d'apprendre à gérer tes émotions. Et donc, effectivement, parfois, on peut se reconnaître dans tout parce que dans les familles d'âmes, on travaille sur 4 dimensions, 4 corps, parfois on dit. Donc, il y a le corps physique, donc c'est tout ce qui est, ce qu'on mange, comment on dort, notre sexualité, l'état de nos organes, de nos centres énergétiques. Mais il y a aussi la relation à l'argent, le territoire, et cetera. Donc, on a tous ça. Et ça, souvent, on le lie plutôt aux bâtisseurs, c'est-à-dire, donc, vous le voyez un petit peu ici, c'est-à-dire que c'est souvent par là que le bâtisseur va avoir ces informations. L'artisan de la paix, lui, ça va être plutôt le corps émotionnel. Et donc, on a l'amour, l'amitié, la créativité, l'amour inconditionnel, l'artistique. Donc, c'est-à-dire que l'artisan de la paix, c'est plutôt via cette dimension-là qu'il va avoir ces infos. Le visionnaire, c'est le monde du mental, aussi de l'intuition, de la connaissance, de la résolution de problèmes, des croyances. Et le passeur, ça va être le corps spirituel, la dimension spirituelle. Donc important dans les familles d'âmes, on ne lie pas spiritualité à religion. Libre à chacun de le faire si vous voulez, mais on peut très bien avoir une spiritualité déconnectée de la religion. Et donc, la difficulté que tu citais, ben oui, on a tous des émotions, on a tous un corps physique, on a tous un mental, donc parfois on hésite. Alors, il y a des gens parfois qui lisent le livre et qui devinent tout de suite qui ils sont. Il y a peut-être des gens qui, moi ça n'a pas été mon cas, mais c'est plus facile pour eux parce qu'ils sont peut-être déjà dans un contexte familial où ils sont plus faciles à se connecter à leur nature profonde. Il y a parfois des gens qui hésitent entre 2, et parfois des gens qui se reconnaissent un petit peu dans tout. Diane Leblanc nous dit que ici, vous voyez les différentes dimensions. Elle dit qu'on vient dans cette incarnation, on est venu, donc oui, c'est vrai qu'on l'a pas encore précisé, mais donc on a tous et toutes une seule famille d'âmes. Et donc Diane Leblanc, elle dit qu'on vient travailler la dimension qui est la moins présente en nous. Moi, donc, je fais partie de la famille d'âmes des passeurs avec la dimension spirituelle. Et c'est vrai que quand je me suis reconnecté à ma famille d'âmes, j'étais totalement déconnecté de ma spiritualité. Et donc, de découvrir ma famille d'âmes, ça m'a permis justement de regarder un petit peu mon passé et de voir, tiens, qu'est-ce qui a fait justement qu'à un moment, j'ai mis une cloche sur ma spiritualité et je me suis totalement déconnecté. Mais donc, dans les livres, il y a des exercices. Sur mon site internet qu'on mettra dans les commentaires, il y a aussi des exercices. J'ai aussi une playlist de vidéos qui décrivent un petit peu les différents modèles et j'organise aussi des ateliers parce que quand on lit un livre ou qu'on regarde une vidéo, ça fait appel au mental, peut-être à l'émotionnel, mais l'aspect corporel, ça va être plus compliqué. L'aspect énergétique aussi, bien que j'ai quelques méditations dans mes vidéos. Et donc, l'avantage de faire un atelier, c'est qu'on va faire des exercices qui touchent à ces 4 dimensions. Et par exemple, parfois, c'est le groupe qui va renvoyer un feedback à quelqu'un et dire: «Tiens, on dirait que tu rejettes énormément le visionnaire. Qu'est-ce qui fait que tu as pas envie de ça?» Et probablement que la personne est visionnaire. Et donc, c'est vrai que je me souviens de quelqu'un qui me disait: «Ouais, mais ça ne va pas votre modèle de famille d'âme, c'est pas assez marketing. Il faudrait un test et comme ça, les gens, ils identifient et comme ça, c'est réglé». Ben non, parce qu'un test, c'est plutôt que du mental
Et c'est la beauté du modèle, mais aussi le challenge, c'est parfois notre nature profonde, elle est un peu cachée à cause de notre éducation, des épreuves de la vie, de où on vit, enfin, les histoires de chacun sont toutes différentes. Et justement, d'arriver à voir que notre nature profonde était peut-être cachée sous des couches de conventions sociales, d'éducation, et cetera, c'est la beauté de la chose. C'est ce qu'on appelle la reconnexion à sa famille d'âme. C'est toujours très beau à voir. Et donc il y a 2 choses, c'est identifier sa famille d'âme et souvent les gens pensent que, une fois qu'on a ça, c'est bon, on est tranquille. En tout cas, moi, c'est ce que je croyais. Et puis il y a la deuxième chose, c'est assumer sa famille d'âme. Moi qui venais du monde de l'informatique, commençais à écrire des livres sur les familles d'âme et sur la spiritualité, toute proportion gardée, pour moi, ça a été presque comme un coming out. Parce que je savais qu'en parlant de spiritualité, il y a des gens qui allaient se moquer de moi sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, fallait vraiment oser. Mais à un moment, je me suis dit, voilà, est-ce que je vais à fond dans ce qui me plaît ou est-ce que je reste un peu sur la réserve? Mais voilà, je ne vais pas dire que ça demande un certain courage, mais à un moment, d'assumer sa famille d'âme, ça peut être aussi un travail supplémentaire à juste l'identifier. Mmh. Et alors, quel est l'intérêt concret de reconnaître, d'accepter cette famille d'âme dans notre vie au quotidien, quoi? Alors ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît, c'est que le spectre d'application des familles d'âme, il est vraiment très large. Moi, je l'ai utilisé pour mon développement personnel. J'ai eu la chance d'avoir une psy qui l'utilisait pour structurer sa thérapie. On a d'ailleurs beaucoup de lectrices et de lecteurs qui sont psychothérapeutes, kinésiologues, kinés, enfin qui sont des accompagnants. Ça aide pour son développement personnel aussi. Moi, par exemple, je l'ai utilisé pour me réorienter professionnellement. Comme chaque famille d'âme a une mission de vie, moi, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué dans les familles d'âme. À un moment, je me suis dit: «Je vais me réorienter professionnellement pour ne plus faire que des choses qui touchent à ma mission de vie». Alors ça a été pas mal d'organisation, ça m'a pris quelques années pour que ce soit vraiment bien en route, mais quel bonheur quoi, c'était enfin, je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Et alors, donc ça, c'est plutôt les choses pour soi. Ça peut être utile aussi, avec les enfants. Moi, le hasard a fait que j'ai 4 enfants et ils sont chacun d'une famille d'âmes différente et c'est vrai que, un enfant visionnaire, par exemple, qui est plutôt dans le mental, ils ont besoin de moments de solitude et donc moi, je pense qu'avant de connaître les familles d'âmes, un enfant qui est un peu dans son coin, j'aurais eu tendance avec mon éducation à dire: «Beh non, il faut socialiser, il faut pas rester tout seul». Or maintenant, comme j'ai compris, je respecte ça et ça l'empêche pas d'avoir des copains à l'école et d'être, très populaire, mais de temps en temps, il doit rester seul. Par contre, mon autre fils qui est artisan de la paix, qui lui est dans la relation, donc il adore quand on reçoit à la maison, quand c'est les fêtes d'anniversaire, quand on fait des barbecues, parfois il va voir son frère, qui a besoin de son moment de solitude parce que lui, il veut toujours être en contact. Il se prend un jouet sur la tête à la 10e remarque et voilà, on peut expliquer parce qu'eux connaissent les familles d'âmes. On peut expliquer: «Ben non, là, il a envie d'être seul, sa porte est fermée, tu respectes ça et quand il viendra», donc avec les enfants, ça, c'est utile. Moi, comme j'ai eu la chance de faire le séminaire famille d'âme avec ma femme, et on est de 2 familles d'âmes différentes, donc c'était vraiment intéressant aussi pour se comprendre dans le couple. Moi, je l'ai très vite utilisé, comme je l'ai découvert dans le monde de l'entreprise, comme je gérais des équipes, j'essayais d'identifier les différents profils et de voir ce qui pouvait fonctionner avec l'un et l'autre. Parce que souvent, parfois, moi, j'ai fait beaucoup de conférences, même en tant que participant, et parfois, il y a un orateur très charismatique qui va arriver et qui va vous donner ce qui a l'air d'être une solution magique, mais en fait, c'est ce qui a marché pour lui. Par exemple, en anglais, on dit hard work pays off. Par exemple, il faut travailler dur et tu verras, tu vas cueillir les fruits de ton dur labeur. Ça marche très bien pour un bâtisseur, mais un visionnaire, en fait, lui, il doit plus apprendre à entendre son intuition. C'est-à-dire que sans effort, il va avoir la bonne idée et il doit juste oser l'assumer. Et donc, c'est un peu comme si on devenait un polyglotte des âmes et de dire, bah oui, en fait, avec lui, tu as beau lui dire, ah, vas-y, bosse, 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 bosse. Si mon fils qui est artisan de la paix pour travailler, on le laisse seul dans son coin, il va rien retenir. Par contre, s'il vient à la cuisine où on est là et où on interagit avec lui, il y a de la relation et il va apprendre. Donc, avec les enfants, ça, c'est vraiment sympa. Dans le monde du travail, moi, ça m'a été très utile. Et donc,
Alors souvent les gens me disent: «Ouais, mais je dois en faire quoi de ma famille d'âme?» C'est un peu à vous de voir ce qui vous manque dans votre vie. Est-ce que c'est par rapport aux professionnels, par rapport à vos hobbies, par rapport à votre couple, vos enfants, votre famille? C'est un peu, voilà, on vous donne une super boîte à outils, à chacun de voir, avec quoi il pourrait avoir envie de l'utiliser. Mmh. Oui, en même temps, quand tu ramènes l'exemple, il faut bosser dur pour y arriver, c'est quand même une belle croyance limitante celle-là, même si elle s'appuie Ben sur des voilà, bâtiments. mais les bâtisseurs, eux, ça va leur parler parce qu'ils ont une énergie folle. Alors que moi, en tant que passeur, une question qui est importante pour moi, c'est le sens. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'école parce qu'il y avait parfois des trucs qui, selon moi, ne servaient à rien. Mais mon entourage me disait: ben voilà, faut bien travailler à l'école, c'est comme ça, personne n'aime l'école et tout. Ah, mais personne n'aime l'école, donc je sais pas, il y a peut-être un truc à repenser là-dedans. Alors, avec les années qui ont passé, via ma femme, moi, j'ai appris tout ce qui est pédagogie active, où en fait, on a eu la chance de trouver des écoles qui fonctionnent de façon plus moderne, quoi. C'est-à-dire en mode projet, où il y a un enthousiasme et donc on a plus envie d'apprendre. Voilà, moi, le côté il faut bosser, j'étais comme paralysé, mais comme à l'époque, j'avais pas la grille de lecture de ma famille d'âme, je me dis: «J'ai un problème, peut-être que je suis fainéant, peut-être que je suis un mollasson», donc comme tu dis, ça peut être bien limitant, sauf qu'un bâtisseur, il va dire: «Bah, ouais, moi ça me va, allez, je fonce», quoi, donc c'est ça que ça aide vraiment, même pour l'apprentissage à l'école, en fait, c'est d'identifier notre nature profonde, comment notre âme fonctionne, quelle est notre quête de sens. Ça va être utile à tous les niveaux. Après le seul problème, c'est que souvent, et je fais pas exception à la règle, on change quand on a un gros problème. Moi, je suis allé voir un psy suite à mon divorce. Avant, je me disais: «Oh, la psychologie, ça m'intéresse pas». Donc voilà, c'est un peu à chacun à voir, mais comme tu dis, ça peut être des croyances limitantes, mais ça peut être aidant pour certains, quoi. C'est à chacun son mode d'emploi, finalement. Oui, ce qui est intéressant avec ce que tu proposes, c'est justement de rentrer un peu dans le détail des profils de personnalité, des approches. C'est toute une première partie en fait de ton livre pour explorer. Si par exemple on prend les artisans de la paix, c'est quoi les signes un peu courants et communs qu'on retrouve chez tous les artisans de la paix de cette famille par exemple? Les artisans de la paix, on pourrait avoir 3 mots-clés pour eux, c'est l'affectif, la créativité et l'émotionnel. Donc c'est vraiment, par ça qu'ils fonctionnent. Donc une artisane de la paix ou un artisan de la paix, qui aura un chagrin d'amour, il faut pas lui dire: «Ouais, t'en fous, passe à autre chose». Ben non, leur langage, c'est les émotions, donc ils ressentent les émotions en permanence avec une forte intensité. C'est souvent des gens qui arrivent à vraiment avoir le meilleur de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que parfois, il y a quelqu'un, on se dit: «Oh lui, je vais pas l'approcher», et puis on a une amie artisane de la paix qui va dire: «Mais si, elle arrive à voir le trésor à l'intérieur», et c'est vrai que si on se donne la peine d'aller voir la personne, on se dit: «Bah ouais, en fait, il est super sympa, mais au début, on aurait dit un ours là mal léché, donc j'aurais pas osé m'approcher, quoi». Hem, les artisans de la paix, ils ont un peu ces lunettes roses, c'est-à-dire qu'ils voient la vie en rose, ils voient le meilleur de chacun d'entre nous, donc c'est une qualité, mais ils doivent faire attention à pas se prendre un pervers narcissique ou un manipulateur dans leur vie parce qu'ils voient que les côtés, positifs. C'est souvent des gens qui font beaucoup pour les autres et peu pour eux, et donc un de leurs challenges, ça va être justement de rééquilibrer un peu pour se donner autant de place que les autres. Hem, et comme ils sont fort liés à la relation, quand ils rééquilibrent, parfois, comme il y a des gens qui venaient que prendre et pas donner, ils quittent, ils rentrent plus en relation, et donc parfois pour eux, c'est compliqué. Parfois, quand ils sont en situation de stress, ce qu'ils peuvent faire, c'est jouer le jeu de la victime. Donc on fait référence au triangle dramatique pour ceux qui pourraient connaître de Cartman. Le jeu de la victime, donc c'est vraiment quand ils vont pas bien, c'est plutôt de se plaindre, ce qui fait qu'on reçoit de la compassion, mais on ne cherche pas vraiment de solution à ces problèmes. On a tous une amie ou un ami qui se plaint de sa femme ou de son mari ou de son compagnon, et puis on donne des conseils: «Tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça», et souvent ils rejettent tout: «Mais non, tu ne le connais pas, ça n'ira pas». Voilà, c'est un peu ça le jeu de la victime, et on parle de jeu, mais évidemment, l'idée c'est d'éviter de jouer ça, parce que le jeu de la victime, on va jamais résoudre ses problèmes. Donc la devise des artisans de la paix, ça pourrait être: «Vous pourrez toujours compter sur moi», par exemple. Mmh. Voilà un peu pour Sois leur fort, quoi. profil.
Oui, C'est pas alors c'est tellement intéressant, sois c'est juste fort, pour un exemple. Hein? ouais, sois fort serait plus une devise de bâtisseur, ça. Non, c'est plutôt, vous pourrez toujours compter sur moi, je serai toujours là pour aider dans ce sens-là, quoi. D'accord, OK. Ouais. Donc c'est intéressant parce qu'il y a toute cette première partie où on explore, on découvre, on voit si ça parle ou pas. Puis dans une deuxième partie, on passe à quelque chose de plus concret. Alors j'avais envie de rentrer un peu, parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, l'amour, la relation sentimentale. Alors tu amènes l'idée qu'il y a les âmes sœurs et les flammes jumelles. Alors, il y a plein de choses qui sont Oui. écrites, bien sûr, là-dessus. Il y a des détails aussi. Marisa Bonté, d'ailleurs, en donne vraiment aussi beaucoup plus. Mais toi, qu'est-ce que tu mets là-dessous et qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à âmes sœurs et flammes jumelles? Alors, pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder la vidéo, jusqu'à la fin, pour être heureux en amour, choisissez un Belge. Ça, c'est vraiment le plus efficace. Non, je plaisante, hein, Ah ouais, tu pas dit, mais je viens de bon Belgique. conseil alors, ok. Ou, Attends, ou une Belge, ouais. Pourquoi? non, Qu'est-ce mais qu'ils ont plus les Belges de plus que on ne d'autres? sait pas. Ma femme est française, peut-être, tu pourras faire une émission avec elle et lui demander, mais non, D'accord. mais je Sur blaguais l'amour avec évidemment. le Belge. Mais c'est vrai que, quand je fais un séminaire ou une conférence, une question que j'ai à chaque fois, c'est, quelqu'un va dire: «Beh, tiens, je suis visionnaire, beh, du coup, est-ce que je dois trouver une visionnaire pour être heureux?» Parce qu'avec les âmes sœurs, on pourrait se dire: «Bah, oui, on doit être de la même famille, on se comprendra mieux, ça a l'air logique». Or, moi, je pense que donc c'est pas le cas, rassurez-vous, hein, vous avez droit à n'importe quelle famille d'âmes. Il y a pas évidemment d'équation de l'amour et moi, je pense que 80 à 90 des couples que j'ai rencontrés, c'était souvent 2 familles d'âmes différentes qui souvent d'ailleurs s'apportent mutuellement. Ce qui n'empêche pas qu'il y avait un pourcentage de couples qui étaient, de la même famille d'âmes, mais je veux dire, il y a pas une recette, de la famille d'âmes ne va pas dire que vous serez heureux en couple ou pas. Par contre, souvent les différentes familles d'âmes vont, s'apporter. C'est-à-dire qu'un bâtisseur et une passeuse, comme les passeuses, elles vont avoir tendance à être dans le spirituel, à être là-haut, les passeurs vont les aider à les ancrer, c'est-à-dire les aider à garder les pieds sur terre et les passeuses vont peut-être, aider à éveiller un peu la conscience du bâtisseur qui est lui plutôt quelqu'un qui va foncer, faire et cetera. Après dans le livre, ce que je donne comme conseil, bah, oui, je parle aussi un petit peu des flammes jumelles pour mettre ça en contexte, mais c'est vrai qu'il y a eu, beaucoup de marketing spirituel autour des flammes jumelles. J'étais même tombé un moment sur des séminaires où ils disaient: «Beh, venez, vous découvrirez votre flamme jumelle et alors vous serez heureux en amour». Que ce soit ça ou n'importe quel outil, évidemment, j'invite les gens à se méfier, hein, de les gens qui promettent une solution magique. Faites attention à ça. Parce que parfois, quand on est intéressé par la spiritualité, un des risques, c'est qu'on se fasse avoir par un gourou ou que nous-mêmes, on devienne gourou. Donc, ça, c'est un peu la mise en garde. Mais moi, j'aime bien les travaux d'un Canadien qui s'appelle Yvon Dallaire, qui malheureusement est décédé il y a quelques mois. Et en fait, lui, ce qui est intéressant, il a écrit un livre, Ces couples qui sont heureux. Qui sont ces couples heureux? Et en fait, il n'a pas théorisé quelque chose, il a juste fait des interviews. Et donc, il regardait un petit peu, tiens, qu'est-ce qui aide les couples à être heureux? Et donc, par exemple, il y a un truc qui est rigolo, il a défini les cavaliers de l'apocalypse du couple, donc les choses à éviter. Par exemple, bah, c'est la critique, ce genre de choses. Il invite aussi il y a parfois une imagerie, idéalisée du couple fusionnel. Ça veut dire que si on est en couple, on aime tout ce que l'autre aime. Si l'autre ne va pas, on doit aller mal parce que c'est ça le couple et lui dit non. Il reprend souvent, on a tous eu un cours de maths avec l'ensemble A, l'ensemble B et l'intersection et il dit: «Voilà, il y a moi, il y a toi et il y a le couple» et donc c'est important qu'il y ait une partie pour le couple, qu'il y ait une partie pour moi, qu'il y ait une partie pour toi. Je peux t'aimer à la folie et aimer aller, faire une soirée avec mes copains sans toi. Et donc, moi, pour avoir fait un peu de thérapie de couple, ce qui est intéressant, finalement, souvent en thérapie de couple, une fois qu'on a un peu vidé son sac, face à la psy, c'est chacun qui reprend un peu son bagage et dire: «Bah, en fait, j'ai des blessures et je dois m'en occuper, et toi, tu as des blessures et tu dois t'en occuper». Et c'est ça parfois dans les couples où il y a trop de dépendance, on attend trop de l'autre qui vienne soigner nos blessures, mais une blessure qui est jamais soignée, elle s'infecte et donc ça pourrait être, quelqu'un qui a la blessure d'abandon et qui a toujours peur que l'autre va l'abandonner, le tromper, le laisser.
ben, on va être de plus en plus en demande de resserrer le lien, d'être rassuré, d'appeler tout le temps pour finalement faire fuir l'autre et valider notre croyance qui était: «Ben, voilà, je savais bien qu'il allait, m'abandonner un jour», quoi. Donc voilà, Yvon Dallaire, il a pas mal de choses comme ça et qui souvent vont un peu, à contresens des idées reçues. Donc moi ça m'a vraiment été, très utile ces travaux. Mais donc voilà, il y a pas une famille d'âme à absolument rechercher et il y a pas une combinaison, idéale. OK, donc il y a une attraction qui se fait, on ne sait pas trop comment, ni pourquoi, mais en tout cas, ça se fait. C'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça, hein. C'est vrai que souvent il y a des couples qui sont plutôt c'est les extrêmes qui s'attirent, d'autres qui recherchent des choses, des gens plutôt, comme eux. Donc voilà, c'est vrai que c'est un des grands mystères de l'humanité, mais quel plaisir d'essayer de le résoudre Et ou est-ce de que le tu fais vivre. partie, Bruno, est-ce que tu fais partie des personnes qui pensent que c'est utile de prédéfinir une personnalité, des caractéristiques qui pourraient correspondre à ce qu'on a envie de vivre, ou tu fais partie de la team, pas du tout, on se laisse vivre, on voit qui on attracte et ce que ça donne en termes d'attraction d'âme? Ah oui. Ben, j'ai jamais vraiment réfléchi à la question, mais c'est vrai que moi, j'avais pas vraiment de liste, de la femme idéale ou de ce qu'elle doit aimer. D'ailleurs, enfin voilà, j'ai eu 2 unions dans ma vie qui ont vraiment duré, longtemps et elles étaient toutes les 2 très différentes, donc je pense pas que j'ai un type. Après, c'est vrai que souvent, chez les visionnaires, on va retrouver ça. Comme ils sont dans le mental, eux, les visionnaires, parfois, ils ont tendance à un peu trop fantasmer. Parce que, ils réfléchissent toujours, donc ils idéalisent et donc, souvent quand on a un fantasme et qu'il y a la réalité, souvent le fantasme il est là, la réalité bat rarement le fantasme et donc souvent ils peuvent être déçus et le risque des visionnaires, ça peut être le cas d'autres personnes, c'est si on s'attend, si on fait trop une checklist de l'homme idéal ou de la femme idéale ou du prince charmant, le risque, c'est que, tiens, il coche pas 2 cases sur les 10 ou elle ne coche pas 2 cases sur les 10, hop, ça dégage alors que, non, peut-être on aurait pu essayer, quoi. Donc voilà, moi je suis un peu un éternel romantique, hein. Moi j'ai connu l'époque, moi j'écrivais des lettres, tu vois, à mes petites Ouh! amies. Donc moi j'ai toujours plus été dans, voilà, on voit ce qui se passe et puis on voit bien si on a des atomes crochus ou pas, quoi. Mais ouais, ça c'est ce qui a fonctionné, enfin c'est ce que j'aime faire, mais à nouveau à chacun à explorer, quoi. Bien sûr. Et il y avait quelque chose que je trouvais, intéressant dans ton livre, sont les familles d'âmes d'adoption, Ah ouais. qui sont pas, dans ce que tu dis, les mêmes que les vraies familles d'âmes auxquelles on est relié. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça ici? Oui. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Donc petit rappel, les familles d'âmes, on en a une seule. Il y a aucune hiérarchie, donc même si, voilà, là, elles sont ordonnées par rapport au chakra, mais un passeur n'est pas supérieur à un visionnaire, hein, donc il y a aucune hiérarchie et elles sont pas genrées. Donc quel que soit votre genre, on peut être, n'importe quelle famille d'âme aussi. Alors, tu parlais tout à l'heure des gens qui hésitent. Parfois, il y a des gens qui hésitent entre 2 familles d'âmes et souvent, c'est des gens qui ont ce qu'on appelle une famille d'âme d'adoption. C'est-à-dire que parfois, on a, comme si on mettait un masque ou comme si on endossait un déguisement. On a beaucoup ça dans le monde du travail, hein. Parfois, on peut se dire: «Est-ce que dans le monde du travail, je suis comme quand je suis en famille ou avec mes amis?» Probablement pas et donc parfois, on peut avoir endossé une famille d'âme d'adoption. Par exemple, je pourrais être bâtisseur, imaginons ça c'est ma vraie famille d'âme, mais je pourrais être visionnaire d'adoption. C'est-à-dire que je fais beaucoup de visionnaire dans ma vie, alors que ma nature profonde, c'est bâtisseur. Qu'est-ce qui fait qu'on peut prendre un et donc dans ces cas-là, on dit: «Tu es bâtisseur d'adoption visionnaire». Donc tout le monde n'a pas une famille d'âme d'adoption, ça il faut le savoir et qu'est-ce qui peut faire qu'on prend une famille d'âme d'adoption? Ça peut être déjà, notre travail. Imaginons je suis, comptable, dans la comptabilité, on va plutôt attendre des visionnaires parce que, il faut être dans le mental, hein. Comptabilité, c'est comme ça ou c'est pas comme ça, dans le droit, on va avoir des gens qui s'expriment très bien, qui doivent pouvoir interpréter des textes et cetera. Chez les entrepreneurs, chez les agriculteurs, on va avoir beaucoup plus dans la construction, beaucoup plus de bâtisseurs.
Et donc, parfois, il y a un métier qui fait que je suis peut-être artisan de la paix, j'ai peut-être une âme d'artiste, mais voilà, je suis dans une maison familiale, dans une entreprise familiale où on fait de la comptabilité depuis 4 générations, voilà. Ou au contraire, j'ai une âme d'artiste, mais on m'a forcé, parce que je suis le premier de la famille, à reprendre le garage familial. Donc, je vais apprendre à être bâtisseur, mais alors que ce qui me fait vraiment vibrer, c'est artisan de la paix. D'ailleurs, j'ai un client comme ça qui est artisan de la paix, d'adoption bâtisseur. Et en fait, il s'est reconnu parce qu'il fait toujours des cadeaux aux clients. Et tu sais, à un moment, les autres disaient, mais faut arrêter. Et lui, il est vraiment dans la relation. Ça, tu payes pas, c'est pas grave. Ça, je te l'ai fait en plus. Et donc, on sentait que lui, ce qui le faisait vibrer, c'était vraiment d'être en relation avec les gens. Et donc, parfois, c'est aussi la famille, hein. Si j'arrive dans une famille d'agriculteurs, on va attendre de moi que je me lève tôt, que j'aide à la ferme, que j'ai les mains carrément, au sens propre du terme, dans la terre. Donc, je vais peut-être prendre un peu les compétences du bâtisseur, même si je ne le suis pas. Si mon père est pasteur, je vais peut-être être passeur d'adoption, alors que je ne le suis pas vraiment. Parfois, je dirais que c'est même aussi le patriarcat ou la société, hein, comme le patriarcat ou la société va dire à une femme, toi, tu n'as pas le droit d'être en colère. Hein, une femme qui est en colère, souvent, on va la traiter de c'est sa mauvaise semaine ou c'est une harpie. Alors qu'un homme qui est en colère, on va dire, oh, il a tapé du poing sur la table, c'est bien. Alors qu'évidemment, tout le monde a droit à toutes les émotions, mais parfois, voilà, il y a la société qui va essayer de cataloguer ça. Et donc, on pourrait avoir la société qui dit, les hommes, ça doit être des bâtisseurs, ils doivent être forts dans l'action et tout. Et les femmes, ça doit être des artisanes de la paix, plutôt s'occuper des émotions et rester à la maison. Évidemment, il n'en est rien, mais ça peut être aussi le lieu où on vit. Peut-être que être passeur en Inde, où il y a pas mal de spiritualité et d'ashram. Moi, j'ai visité, ma femme est d'origine asiatique. En Asie, moi, en tant que passeur, je prenais mon pied, quoi, parce que la spiritualité est partout, quoi. C'était vraiment, à mon avis, ça doit être plus facile d'être passeur en Asie. Et donc, voilà, il y a toute une série de choses qui peuvent faire qu'on va prendre une famille d'âmes d'adoption. Alors, c'est pas une tare, hein, c'est pas une appendicite douloureuse qu'on doit enlever et jeter, mais déjà, faut l'identifier. Et l'idée, c'est que votre famille d'âmes soit plutôt aux commandes de votre vie. D'ailleurs, et la famille d'âmes d'adoption plutôt sur le siège copilote ou au siège arrière si elle a pris trop de place. C'est toujours d'ailleurs intéressant de voir comment les gens gagnent leur vie. Est-ce que c'est via leur famille d'âme ou via leur famille d'âme d'adoption? Et la famille d'âme d'adoption, elle va pouvoir nous aider. Par exemple, moi, je suis passeur d'adoption visionnaire. Pour écrire mon premier livre, d'avoir fait un document correct dans Word, de faire qu'il soit bien structuré, bien compréhensible, ça m'a, je pense, aidé à être édité quand j'ai soumis le manuscrit. Si j'avais écrit un truc qui n'a aucune structure, ni queue ni tête, et pas bien structuré, peut-être que les comités de lecture n'auraient même pas lu le document parce qu'il était pas assez bien fait. Et c'est vrai que j'avais pas trouvé cette notion de famille d'adoption, même si sur le plan psychologique et émotionnel, on peut se rendre compte qu'il y a des personnes, ils se réveillent à la trentaine ou à la quarantaine, ils ont fait une certaine activité professionnelle, et là ils se disent non, c'est bon, je laisse tomber et je veux aller vraiment dans quelque chose qui me fait plaisir ou qui me tient à cœur. Ça, on peut l'entendre, voilà, les échanges à ce sujet-là, mais pour autant, de le relier à la famille d'adoption, d'âme d'adoption, je trouvais que c'était super intéressant ce que tu Oui, ramènes. oui, moi, c'est d'ailleurs Dominique de Thiers avec qui j'ai coécrit mon premier livre. C'est elle qui a vraiment développé cet aspect. Diane Leblanc, je pense, qu'il y avait une demi-page dans son livre qui parlait de ça. Et moi, comme j'avais beaucoup de caractéristiques du visionnaire, c'était presque plus intéressant dans un premier temps que même ma famille d'âme, parce que je dis, moi, ça a eu beaucoup de sens pour moi. Et à un moment, quand j'ai commencé moi, au début, j'adorais structurer dans Excel, dans les tableurs, etc. Et au plus je me suis rapproché de ma famille d'âme, au plus je me suis rendu compte que oui, en fait, c'est pas ça qui me fait vibrer, quoi. Mais oui, moi, je trouve que c'est vraiment. D'ailleurs, ici, dans le nouveau livre, il y a un gros chapitre sur les familles d'âmes d'adoption, et ça venait des lectrices et des lecteurs qui me disaient non, mais ça, il faut que tu en parles plus, il faut plus développer. Super. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être aligné avec sa famille d'âme? Alors, il y a plusieurs choses. Ce serait déjà aligné par rapport aux 4 corps. Donc, si tu peux remettre le plan large dans mon dessin Je vais derrière,
Merci. Tu vois, ici, on a les 4 dimensions. Et donc, je me souviens une fois, une amie artisane de la paix qui parle avec un visionnaire et ils étaient amis et elle lui dit: «Beh, tu sais, je trouve que tu nourris pas beaucoup notre lien d'amitié. C'est toujours moi qui appelle, c'est toujours moi qui prends de tes nouvelles et cetera». Et le visionnaire, il lui dit: «Ah mais moi je suis dans le mental, hein, moi je m'en fous du relationnel et cetera, donc j'ai pas à gérer ça». Évidemment, il avait mal compris le modèle. L'idée, c'est qu'on soit tous alignés par rapport à ces corps-là, sauf qu'en tant que visionnaire, tu auras plus tes messages avec ton mental et tes plus grandes forces seront dans ton mental. Pareil pour l'émotionnel chez l'artisane de la paix. Et donc, moi, je prends mon exemple en tant que passeur, connecté à la spiritualité. Un des challenges du passeur, c'est d'être les pieds sur terre. Si je suis trop en train de planer, raconter n'importe quoi, être trop perché, le message ne passera pas, hein. Comme disent les moines bouddhistes, c'est vraiment, il faut relier le ciel et la terre. Et donc, moi, je fais pas mal de sport juste pour travailler mon ancrage, par exemple. Et donc, on doit être équilibré dans ces 4 dimensions. Diane Leblanc, elle dit que sur une journée ou sur une semaine, 40% de notre temps devrait être lié aux besoins de notre corps physique, 30% à l'émotion, 20% le mental et 10% pour le spirituel. Or, moi, quand je vois dans le monde de l'informatique, on était beaucoup plus que les 20% dans le mental, ou parfois étant maintenant, depuis de nombreuses années dans le monde du développement personnel, parfois il y a des gens, ils se shootent trop au spirituel. C'est-à-dire que tous les week-ends, ils sont en retraite ou ils font une formation, ils font des choses, mais du coup, ils ont pas le temps d'intégrer et donc voilà, ça c'est un des premiers points d'être aligné. Il y a aussi être aligné par rapport à ses chakras. Donc les chakras, ils peuvent être en équilibre, en déséquilibre, et cetera. On parle beaucoup des chakras au yoga, hein, notamment pour ceux qui connaissent. Donc c'est des centres énergétiques. Je suis pas un spécialiste des chakras, mais il y a pas mal de sites, de livres qui expliquent justement comment rééquilibrer les chakras. Et il y a aussi euh, ce que je dis, ce que je fais et ce que j'en pense intérieurement. Et le fait que ça soit aligné. Par exemple, si moi je te dis ici à cette émission, il faut vraiment respecter les gens et que 10 minutes plus tard, je commence à mal te parler, à dire: «Oh vous les femmes» et cetera. On va se dire: «Attends, parce qu'il prêche quelque chose, mais il a pas du tout l'air de se l'appliquer» et donc on va dire: «Bah, Bruno, zéro crédibilité». Ou peut-être tu vas m'entendre à une conférence en disant: «Il faut respecter les femmes» et tu vas m'entendre respecter les femmes en discutant avec une femme, mais tu vas dire: «Ah, il y a quelque chose qui cloche». C'est un peu comme si c'était mécanique et cetera. Parce que peut-être qu'au fond de moi, je suis très en colère contre les femmes et je ne l'ai pas encore traité, en psychothérapie ou ce genre de choses. Et donc moi je me souviens comme ça, je parlais à quelqu'un et j'avais à peine fini ma phrase qui me disait: «Merci pour ton feedback». Et je me dis: «Ah ouais, ça c'est quelqu'un qui avait fait une formation, à qui on lui a dit: "Tu dois remercier les gens pour le feedback"», mais est-ce qu'il a vraiment intégré ce que je dis et cetera? Je suis pas sûr, quoi. Et donc entre ce que je dis, entre ce que je fais et entre ce que j'en pense au fond de moi-même, mais que tout ça soit aligné par rapport à ce que je fais, voilà, moi je sais que j'aurais pas pu, travailler, pour un cigarettier ou pour le pétrole, par exemple. Alors que je sais que j'avais un ami qui m'avait dit: «Moi, tant que ça paye, c'est bon». Et c'est pas un jugement de valeur, hein, mais c'est le aussi le troisième axe, je dirais. Donc il y a les différentes dimensions, les chakras et aussi ce qu'on dit, ce qu'on fait et notre intérieur, ce qui fait vibrer notre âme finalement. Oui, ce que j'appelle la cohérence, en fait, être en cohérence dans Voilà, un différentes. mot de coach, c'est que les gens aiment bien, c'est la congruence qui veut Ouais, dire justement la cohérence entre ces 3 axes-là, quoi. ouais, super. Et alors, j'ai relevé une phrase dans ton livre, enfin une citation de Ralph Waldo Emerson que j'aime Ah, beaucoup. d'accord. J'aimerais bien que tu la commentes un peu parce que si tu l'as choisie, c'est qu'elle t'évoque quelque chose. C'est être soi-même dans un monde qui essaye constamment de faire de vous autre chose est la plus grande des réussites. Ouais, d'ailleurs, je pense que c'est celle qui va, ouvrir le chapitre des familles d'âmes d'adoption, si je me trompe pas. Alors déjà, ce qui est intéressant, alors je suis nul en histoire, hein, mais je pense qu'il a écrit ça il y a 150 ans. Enfin, c'est un ancien président, donc tu te dis: «Ah OK, ils avaient déjà ces problèmes-là». Ben enfin voilà, moi parfois je lis une citation et ça vibre et là je me dis: «C'est vrai que, je trouve que ça n'a jamais été aussi compliqué que de nos jours». Parce qu'avec, les réseaux sociaux, ça permet des choses fantastiques, hein. Ça nous permet de faire cette émission, ça permet à tout le monde d'avoir la parole, donc je suis pas anti réseaux sociaux.
Mais pour y avoir été exposé ces derniers mois, tu as aussi les haters, les gens qui commentent. Enfin, tu vois, l'anonymat, ça donne des ailes dans le mauvais sens du terme. Mais c'est vrai que, comme le chante Orelsan dans ses chansons, quand tu vois le meilleur de chacun sur Instagram, etc., ta vie peut paraître fade. Et c'est vrai que on a de plus en plus d'injonctions, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, dans la vie de tous les jours, même dans le développement personnel et la spiritualité, qui, c'est une bonne chose, ça devient à la mode. Mais moi, quand j'ouvre mes réseaux sociaux, c'est que ça, que des tirages de tarot, que des devises, que des vidéos de conseils. Je rappelle, la spiritualité, ça devrait être 10% de notre temps. Et donc, à un moment, c'est presque trop. Et donc, je trouve que c'est difficile de vraiment assumer qui on est. Euh, et, et c'est ça, moi, que les familles d'âme, je pense, aident. C'est vraiment notre nature profonde, découvrir qui on est vraiment, au-delà de comment nous voient nos proches, comment nous voient nos amis. Moi, c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer ma femme, c'est que chaque fois que j'étais vraiment moi-même, et ce que je pensais être, ou là où je pensais être le plus vulnérable et le plus faible, elle m'a dit: «Mais en fait, c'est cette personne-là que j'aime», et donc je me suis dit, c'est ce que j'ai appris dans un cercle d'hommes d'ailleurs, c'est que quand tu vas toucher ta spiritualité, ta vulnérabilité, souvent on lit ça à de la faiblesse, mais en fait, tu vas toucher qui tu es vraiment au-delà des protections, des masques, et cetera, et en fait, tu vas retoucher ta vraie puissance. Parce que voilà, aujourd'hui, je peux dire: «Écoute, moi, j'adore la spiritualité, tu peux t'en moquer, mais moi, ça m'a tellement aidé dans ma vie que je peux pas renier ça», et en fait, ça te permet de connecter à ta vraie puissance, dans mon cas, la vraie puissance masculine, qui est totalement déconnectée du macho, du réactionnaire, de l'agressivité, et cetera, et donc ouais, moi, elle a vraiment bien résonné parce que, encore au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est pas facile de toujours dire: «OK, est-ce que je me positionne bien? Est-ce que là, je suis vraiment sur, ce que j'ai envie de faire?» Donc ouais, je c'est tu bien choisi parce que c'est une de mes préférées, la Bah, citation. merci. Et puis merci Bruno pour ton partage parce que je pense que ça peut vraiment être utile. On a, à mon avis, aujourd'hui tous un challenge, qu'on soit homme ou femme, c'est-à-dire d'oser être qui l'on est et ce qu'on porte sans avoir peur d'être balayé d'un coup de plumeau, que sais-je, parce que c'est pas évident. Hein. Il y a ceux qui sont dans l'ouverture, ceux et celles qui avancent, puis il y a tous ceux qui veulent garder un ancien système, qui Ouais. collent des pensées, des croyances qui des fois sont vraiment pas charmantes. Hein. C'est pas le prince ou la princesse charmante qui parle dans Ah ces ouais, ouais, cas-là. là, Mais bah, il y a le merci côté pour ce obscur partage. Hein. aussi, hein. Et c'est Ouais, vrai que ouais. le monde, il est en train de changer, mais tu as ceux de l'ancien monde qui s'accrochent. Moi, j'aime beaucoup une citation de Thomas d'Ansembourg qui dit: «En fait, faire du développement personnel et spirituel, c'est une démarche citoyenne», et c'est vrai que moi, quand j'étais en entreprise, dans l'accompagnement au changement, on dit souvent: «Finalement, la seule chose que tu peux changer, c'est toi-même», et quand quelqu'un va vraiment vers son âme, vers ce qu'il fait vibrer, et cetera, c'est tellement inspirant, mieux que n'importe quel discours de désinformation ou bon voilà, moi je suis pas très pro-capitaliste, mais voilà, on nous vend plein de choses. Et donc je trouve que, enfin voilà, j'adore cette citation de Thomas d'Ansembourg de dire: «Ben voilà, si moi le nombre de fois où je coachais en entreprise et où je me disais: "Ah ce manager, s'il avait un peu travaillé son ego, ce serait tellement plus facile pour tout le monde"». C'est vraiment ça quoi, à chacun de s'occuper de son petit jardin secret, et bah, voilà, il y en a de plus en plus qui le font, mais voilà, c'est pas nos dirigeants qui qui le font le plus malheureusement. Ça serait pas mal. On va mettre des bonnes pensées, des bonnes ondes en espérant que Mmh mh. ça éclaire à un moment ou à un autre une graine qui a été plantée ici ou là il y a quelques années. En tout cas, Bruno, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre émission. Alors, j'aime bien laisser le mot de la fin avant de se dire au revoir. Quel message d'espoir ou un message plutôt positif tu aurais envie de faire passer à nos amis? Beh, 2 choses. Déjà, juste un point pratico-pratique, si vous avez des questions sur nos échanges sur les familles d'âmes, je vous invite à les mettre dans les commentaires en dessous de cette vidéo. On y répondra, hein, on passera à regarder les commentaires, et après, bah, moi, ce que je vais souhaiter à tout le monde, c'est en rapport avec la citation de Thomas d'Ansembourg. Je vous souhaite, chacun d'entre vous, d'arriver à trouver votre place. Alors, moi, j'ai réussi à trouver ma place en découvrant ma mission de vie, en l'intégrant dans ma vie quotidienne. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé pour avoir un fil rouge, et c'est vrai que j'ai longtemps hésité à prendre ma place parce que moi, j'avais la croyance limitante dans mon cas que
Si tu étais dans la lumière, c'est que tu étais forcément dans l'ego et arrogant. Et donc pendant des années, j'avais énormément de mal à identifier mes points forts, mes qualités. Je faisais des choses bien, mais je mettais aucune visibilité là-dessus. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, qu'il y avait aucune noblesse à rester dans l'ombre, que d'être dans la lumière, de rayonner dans sa couleur, de faire ce qu'on est venu faire dans cette existence, ben, c'est pas être arrogant. Et donc c'est ça que je souhaite à chacun d'entre vous, c'est d'arriver à prendre votre place. Et un petit truc par rapport à soi, par rapport à ça, c'est votre âme, quand elle vibre, c'est la joie. Donc, suivez la joie, c'est un peu votre boussole. Et je vous invite à alterner les phases de réflexion et les phases d'action. Votre âme, elle va pas vous envoyer un SMS ou vous dire très clairement quoi faire. Par contre, elle vous glisse des signes, mais c'est important de poser des actes, hein. La spiritualité, il faut aussi poser des actes concrets, juste pour vous confronter: «Ah ben tiens, est-ce que j'avais bien compris ce que mon âme m'a envoyé?» Et il y a pas d'erreur, il y a que du feedback. Donc alternez bien réflexion et action. Dites-vous aujourd'hui, est-ce que vous êtes peut-être trop dans l'action ou trop dans la réflexion? Essayez de rééquilibrer ça et voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite, ainsi qu'à toi, Patricia. Merci beaucoup Bruno. Alors je réaffiche donc voilà sa couverture, Ma famille d'âme pour guide aux éditions Exergue. Donc j'espère que ça vous aura donné envie d'explorer et franchement ça peut être une aide comme on peut avoir différents modèles, mais vraiment une aide pour aider à clarifier certains points et agir. Tu abordes, bon, il est généreux, hein, le livre, donc évidemment, on n'a pas tout abordé, mais c'est bien aussi pour pouvoir le découvrir. Oui, c'est bien, on n'a pas Donc, de tout oui, spoilé. oui, c'est bien. Hein, voilà. Et sous la vidéo, vous trouverez les coordonnées de Bruno, ses réseaux sociaux, son site web, si vous avez aussi envie d'aller explorer un peu plus. Il offre plein de choses que vous pouvez, voilà, d'articles ou de méditations guidées qu'on retrouve aussi avec un QR code, hein, dans ton livre. Donc, voilà, j'espère que vous avez tout en main maintenant pour aller explorer un peu plus ce merveilleux voyage d'âme. Merci 10 000 fois Bruno pour ce beau Un grand moment merci à toi, hein, d'échange. Patricia. Et merci à vous tous et à vous toutes de suivre ma chaîne Les Voix de l'Harmonie. Et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée au moment où vous verrez cette vidéo. Gros bisous. Prenez soin de vous Bon courage à et tout le à la monde. prochaine fois. Au revoir.